Bonjour et bienvenue. Ce n'est pas la grève générale, mais c'est sa version moderne, la grève perlée, et il semble qu'elle démontre une forme d'efficacité. Le Premier ministre, ce matin, interview dans Le Parisien, Édouard Philippe, qui avait annulé un voyage au Mali pour rester aux prises avec le conflit social, et surtout, le président de la République qui a finalement décidé de parler. Emmanuel Macron veut gagner la bataille de l'opinion, alors il s'exprimera longuement ce jeudi à 13h sur TF1. Peut-être qu'Emmanuel Macron craint la fameuse convergence des luttes. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. C'est la question, Jean-Luc Mélenchon. Cheminot, fonctionnaire hospitalier, retraité, étudiant, salarié d'Air France, salarié de Carrefour. Est-ce que toutes ces rivières de mécontentement finiront par former un fleuve au débit suffisamment puissant pour faire tressaillir Emmanuel Macron? Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous parlerons aussi avec vous du vivre ensemble, communautarisme, lutte contre la pauvreté, politique de la ville. Tous ces sujets sont au cœur de l'actualité. Nous n'oublierons pas la situation internationale, à Gaza notamment. C'est le retour de la violence depuis plus d'une semaine. Et puis nos alliés kurdes de Syrie, les avons-nous abandonnés? Vous nous direz aussi un mot de l'incarcération de l'ancien président brésilien Lula. Pour vous poser toutes ces questions, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Et Laurence Ferrari de CNews. Bonjour Laurence. Bonjour David. C'est le grand rendez-vous. Bonjour. Notre invité est le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Première question avec vous, Laurence Ferrari. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Tout le monde doit savoir notre détermination à aller jusqu'au bout. Déclaration d'Édouard Philippe ce matin dans Le Parisien. Que répondez-vous? J'ajoute qu'Emmanuel Macron, David l'a dit, sera aux 13h de TF1 jeudi. Visiblement, le gouvernement sort l'artillerie lourde. Comment pensez-vous pouvoir faire le poids en face? Tout ça est assez convenu. Monsieur Édouard Philippe a tort de parler comme ça. On en a connu d'autres qui prétendaient être droits dans leurs bottes et ainsi de suite. Vous vous rappelez le Juppéton? On comptait chaque semaine combien il y avait de kilomètres de... Ce n'est pas raisonnable, car je voudrais rappeler que deux facteurs sont en ligne. Le premier, c'est la conscience dans l'esprit public, quelle que soit l'opinion politique des gens par ailleurs. Il y a un attachement au service public, aux choses qui ont marché jusqu'à présent. Il y a une conscience d'intérêt général. Bon, tout ça existe dans la France, et encore une fois, je tiens à le préciser, toutes tendances politiques confondues. C'est-à-dire plein de gens qui ne sont pas de l'avis des cheminots, qui sont d'ailleurs peut-être en désaccord avec eux, néanmoins sont attachés au service public du transport. Et deuxièmement, il y a un gouvernement qui applique une feuille de route. Il ne faut jamais perdre ça de vue, sinon vous ne pouvez pas comprendre comment les événements s'enchaînent. Le Premier ministre et le Président de la République appliquent la feuille de route de la Commission européenne. Or, les Français se distinguent par leur hypocrisie. Les gouvernants français disent une chose à Bruxelles et en font une autre à Paris. Et donc, ils ont tout signé, tout accepté sur la directive transport. Ils ont même voté majoritairement, les Français je parle, les députés français au Parlement européen, c'est-à-dire ceux de droite, ceux du Parti socialiste et une partie des Verts, ont voté la directive chemin de fer, le 4e paquet ferroviaire. D'accord ? Et puis quand ils arrivent à Paris, tout d'un coup, terminé, il n'y a plus personne. Et ils font semblant de ne pas être au courant. Et Bruxelles les rappelle, parce que Bruxelles, c'est eux, et leur dit, dites donc, mais vous avez voté le contraire, pourquoi vous ne le faites pas? Aujourd'hui, le changement de statut de la SNCF, c'est la conséquence du changement de statut de la société qui va gérer la SNCF. Et le but est la privatisation du rail. Donc Bruxelles dit aux Français, mais c'est vous qui l'avez voté, pourquoi vous nous faites des représentations? Alors ça, ce n'est pas dans la réforme. La privatisation n'est pas dans la réforme. Le gouvernement ne parle pas de privatisation. Peut-être ne les croyez-vous pas? Non seulement je ne les crois pas, mais je les accuse de préparer la privatisation, parce que c'est ça qui est prévu. Enfin, les gens là, vous êtes des journalistes quand même, vous suivez qui est tout écrit ça de dans près. la loi. Non mais je vais vous expliquer comment ça se passe. La loi prévoit au contraire Oui. que les actions de la société ne pourront pas être cédées par l'État. Parfait, Voilà. Formidable, scrogneux, C'est dans la loi. baïonnette au canon. Ils nous ont fait le même coup avec GDF. Alors, en effet, on ne touche pas à la part de l'État. Mais on inclut la société dans une autre. GDF a été inclus avec Suez. L'État a tenu sa parole. Il n'a pas vendu une seule action. Mais dorénavant, le privé est majoritaire. Et comme vous le savez, depuis que GDF est privatisé, le gaz coûte plus cher qu'avant. Bon. Et là, eh bien, ce sera la même chose. Et pour nous, on trouve ça tous ridicule parce que ça ne marche nulle part, la privatisation du rail. Et les Français ne le savent peut-être pas. Mais le rail a été nationalisé parce qu'avant, il était privé et qu'il ne marchait pas. Que c'était la pagaille, que les réseaux ne fonctionnaient pas, et ainsi de suite. Ça marche en Corse. Ça marche en Corse. Le train en Corse est privatisé, ça marche très bien. Jamais de retard en Corse. Ah bon? Et vous avez remarqué qu'en Angleterre aussi, je parle d'un pays de taille comparable, de population comparable, les gens payent 14%, 12% de leur 14% de leurs revenus pour utiliser le transport en public. Les Français, c'est 2%. Non, il faut dire les choses. Alors peut-être que j'ai tort, mais on me démontrera que j'ai tort.
La privatisation est un pillage. Deuxièmement, ça coûte plus cher. Troisièmement, ça fonctionne plus mal. Et quatrièmement, ça comporte un principe immoral, c'est que des gens vont monter dans le train et tous les jours payer des royalties à des actionnaires d'une société privée. Pour quelle raison ? C'était comment est-ce que vous allez faire le poids face à ce gouvernement qui met le paquet, encore une fois, en communication, qui va dans les journaux télévisés les plus regardés de France ? Comment vous, à la France Insoumise, vous allez combattre ? Franchement, c'est pas nous le centre de la lutte. Le centre de la lutte, il est syndical aujourd'hui. Et je le dis parce que dans notre stratégie, ça joue un très grand rôle. Nous ne sommes pas on n'est pas un parti classique. D'abord, on n'est pas un parti. On n'essaye pas de valoriser l'étiquette. Ce qui nous intéresse, c'est que le mouvement mûrisse, s'enracine, s'élargisse, et parce que c'est lui qui va, pour finir, obtenir la victoire. Elle est de ce niveau-là aujourd'hui. Vous avez appelé à manifester. Vous avez lancé des marches, une à Marseille, une autre le 5 mai. Aucune. Nous soutenons des marches qui existent. À Marseille, c'est le syndicat CGT des Bouches-du-Rhône qui a invité tout le monde autour de la table. Bon, évidemment, je m'en réjouis, ça correspond à l'idée que je me fais de ce qui est nécessaire. Le syndicat CGT, le syndicat solidaire, la FSU s'y est mis, et puis une quinzaine d'associations et de partis politiques. On avait cru comprendre que François Ruffin avait appelé à une grande marche le 5 mai. Exact. Et c'est une démarche qui a un caractère plus citoyen, parce qu'il a convoqué ça à la Bourse du Travail, et il pense que il faut laisser cette expérience respirer, et les différents appels, par exemple le 19, vous avez une journée interprofessionnelle de grève. Bon, ça veut dire qu'à peu près dans toutes les professions, ce jour-là, on peut se mettre en grève pour manifester. Bon, alors voilà, ça c'est le fond de l'air. Alors après, que le pouvoir défende sa réforme, c'est normal, c'est une démocratie. Mais vous faites comme moi, vous faites semblant de trouver intéressant que le chef de l'État vienne s'expliquer sur le statut des cheminots à la télévision au milieu de la semaine. Vous allez le regarder quand même. Non mais attendez, vous allez regarder. Bien sûr que je vais regarder, mais je peux vous écrire d'avance le texte. Premièrement, vous devez comprendre qu'il faut moderniser. Deuxièmement, il y en a assez de la prise en otage. Troisièmement, ça va... Blablabla, on connaît. Il ne va rien mettre de nouveau. La chose nouvelle qu'il pourrait mettre, c'est de dire, je vais vous expliquer pourquoi, avec un nouveau statut, on va effacer 50 milliards de dettes. Vous avez tous entendu ce chantage à la dette, on essaye de faire peur aux gens. C'est ridicule, 50 milliards, mais votre patron, il doit 50 milliards. Eh bien oui, M. Drahi, il doit 50 milliards. Et qu'est-ce qu'il vous dit, M. Drahi, quand on lui dit « Mais dites donc, vous devez 50 milliards ». Le gars, il fait la réponse de bon sens. Nous, c'est pas notre patron. Ah bon, il y en a qui ne sont pas les employés de M. Drahi? Non. Bon, bah ça tombe bien, c'est rare. C'est pas grave. Non, mais c'est pour donner l'exemple d'un patron de presse. Lui, qu'est-ce qu'il répond? Une réponse sensée. Il dit « Mais attendez, regardez mes actifs ». Il dit, moi, je possède tout ça, et puis en plus, ça donne du bénéfice. La SNCF, combien elle rapporte? 6 millions par an. Quels sont les actifs de la SNCF? Des millions de kilomètres carrés, des centaines de bâtiments, plus une entreprise qui crache 6 millions de bénéfices par an. La SNCF va bien. Le problème est une écriture comptable. Pourquoi l'État n'a pas repris la dette au moment où ils ont séparé le réseau ferré de la société SNCF? Les Allemands l'ont fait, nous non. Et maintenant, on vient rendre les cheminots responsables. Nicolas Barré, allez-y. Donc ce soir, c'est de nouveau la grève. Vous savez ce qu'a dit Édouard Philippe, si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent travailler doivent l'être aussi. Bien sûr, donc, ils le sont. Finalement, qu'est-ce que vous leur dites à ces usagers qui vont se retrouver? Ah non, mais d'abord, il faut dire une chose, c'est bloqués. que c'est très pénalisant tout ça. C'est pénalisant pour les cheminots qui perdent des jours de salaire, c'est pénalisant pour les gens qui attendent sur le quai des trains qui n'arrivent pas, mais il ne s'agit pas de nier ça. Mais quelle est la cause de tout ça? Il s'appelle Édouard Philippe, il s'appelle Macron. C'est ni les cheminots ni les usagers qui sont responsables de cette situation. Et je fais remarquer que dans cette affaire, ceux qui respectent les usagers, c'est nous. Parce qu'on est en train de se battre pour eux, pour qu'il y ait des trains, pour qu'ils ne coûtent pas plus cher, pour qu'ils soient réguliers, pour qu'il y ait des lignes partout. Il ne faudrait quand même pas se tromper. Dans ce cas, ceux qui mettent en danger le système et pénalisent la vie des usagers, c'est ceux qui sont au pouvoir. Comment expliquez-vous que, selon le sondage IFOP du jour, 62% des Français souhaitent que le gouvernement aille au bout de la réforme? Oui, alors je ne sais pas où vous avez trouvé un truc pareil. Dans le JDD ce matin. Bon, et si c'est le JDD, évidemment c'est la vérité, parce que ce matin il y a autre chose qu'une photo de Macron dans le JDD. Ne me dites pas une chose pareille. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle insolence? Bon, bref, il y a un sondage. Que voulez-vous dire Non, mais si on prend le sondage au sérieux, ce qui n'est pas mon cas, je ne crois pas qu'on en soit là. Je vais vous dire ce que veulent les Français. Les Français veulent qu'il y ait la SNCF qui marche comme un service public, et ils aimeraient bien que les trains roulent. C'est normal. C'est normal d'être comme ça. Mais il faut accepter l'idée qu'on est dans un moment où c'est tout ça qui se joue. Alors, comment j'explique? Ça prouve qu'il y a du travail à faire. Et je dis à mes amis qui m'écoutent, écoutez, au lieu de vous prendre la tête à des discussions qui n'en finissent plus
ici ou là, aller sur le terrain, expliquer aux gens pourquoi c'est leur intérêt d'usager que la grève soit victorieuse. Le message est passé, on passe à un autre sujet avec vous, Laurence Ferrari. À l'heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon, il y a une douzaine de facs qui sont le théâtre de blocages parfois violents, notamment à Tolbiac. Est-ce que c'est la bonne méthode de lutte, le blocage? Alors attendez, madame, pardon. Madame Et est-ce que Ferrari. vous n'êtes pas gêné par ce qui constitue une entrave à la liberté des étudiants qui souhaitent pouvoir tout simplement passer leurs examens tout en étant non grévistes? Alors d'abord, commençons par les violences. Madame Ferrari, sans doute est-ce pour faire bref que vous avez oublié de dire que la violence en question, c'est celle d'un groupe d'extrême droite qui a attaqué une faculté. Bon, donc ceux qui dormaient là à ce moment-là ne présentaient zéro menace pour qui que ce soit. Il n'y a pas de cours la nuit et il n'y a pas d'examen non plus. Pourtant, l'extrême droite a attaqué... Bon, alors, nous avons un problème dans notre pays, je vous mets en garde tous. Nous avons la recrudescence d'un extrémisme d'extrême droite extrêmement violent dans toutes sortes de villes, qui va jusqu'à des tentatives d'assassinat, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, Attention. nous y viendrons. Alors, bon, là, il y a, vous me demandez si c'est une violence. Bah, à ce moment-là, n'importe quelle grève est une violence. Non, le blocage, Non, c'est le pas la même blocage. chose que la Non, grève. mais la même le chose. blocage, Est-ce que vous êtes pour le écoutez, blocage? demandez aux étudiants, c'est eux qui ont décidé. Moi, je ne vois pas ça comme une violence. Je le vois comme une des formes d'action. Vous savez, fondamentalement, il y a toujours eu une difficulté à positionner une action en milieu étudiant. Mes souvenirs de jeunesse me reviennent à l'esprit, parce que faire grève quand on est étudiant, on arrête d'étudier alors que c'est tout pour soi-même. Il y a toujours eu une difficulté à définir la forme de l'action. Le blocage, Mais c'est les une blocages, entrave à la liberté non, des autres. Non, pensez-vous, c'est absolument non violent. Personne, alors il y a des fois, il y a des mots qui montent, mais bon, pas plus. Vous avez des assemblées générales qui sont tout de même assez impressionnantes, et je voudrais saluer le courage de ces jeunes gens, parce que, voyez-vous, la moitié des étudiants aujourd'hui ont en même temps un travail salarié. Donc il ne faut pas les prendre pour des petits jeunes gens, la jeunesse dorée, qui ferait grève par plaisir. Ce n'est pas vrai. Arrive la période des partiels, qui est un moment assez délicat, et je fais confiance aux étudiants, ils vont trouver eux-mêmes Il faut qu'ils aient quoi 10 faire et sur comment 20 le faire. minimum. Il faut qu'ils aient 10 sur 20, ça fait partie de Pardon leur revendication. Il faut qu'ils aient 10 sur 20 à leurs examens. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. S'il le mérite, pourquoi pas. Non mais voilà, il faut mériter sa note. On ne va pas passer décréter l'examen, que tout le monde surtout. a 10 sur 20. J'imagine que vous pensez ça. Non, mais je ne sais pas d'où vous sortez ça. Mais C'est une pas... des revendications des étudiants. Non, c'est une des revendications. À un endroit, vous trouverez toutes sortes de choses. Hein. Ouais. Moi, à mon restaurant universitaire, quand j'avais 20 ans, sur le mur, il était écrit « Baisse-toi ». Et puis le dernier mot, c'était « broute ». Personne n'a jamais brouté. Nicolas Barré. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, considère que la France insoumise n'a pas sa place dans les facs. D'ailleurs, elle dit les étudiants sont parfaitement capables d'être représentés par eux-mêmes, et certainement pas par des mouvements politiques. Et en gros, elle considère qu'il y a des militants de chez vous qui vont dans les facs, qui ont sans doute plus l'âge d'être étudiants, et qui vont dans les facs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds qu'elle est d'une banalité réactionnaire tragique, quoi. En ce moment, ils ont tous repris tous leurs vieux machins des années 60. Alors, ils parlent de gréviculture, ils insultent les salariés. Alors ça existe pas. des le militants député politiques Gabriel Attal. extérieurs. Ouais. D'abord, premièrement, si vous voyez la moyenne d'âge des membres de la France insoumise, vous seriez un peu étonné. Bon, après... C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, vous voulez dire? Ben oui, puis je vais vous dire une chose, mais elle a tout à fait raison, on a besoin de personne. Mais je voudrais rappeler à Madame la Ministre que beaucoup d'étudiants, la totalité des étudiants sont quoi? Majeurs, c'est-à-dire citoyens, ils vont voter. Et la citoyenneté, c'est partout, en tout lieu, en toutes circonstances. Et en plus, ce sont des gens quoi? Instruits, parce qu'ils vont à la fac, donc ils savent ce qu'ils font, ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main. Et quand ils décident de faire la grève, c'est parce qu'ils décident que c'est nécessaire. J'ajoute une chose, je le dis à cette pauvre ministre, la catastrophe est consommée. Les facultés et les universités sont remplies de jeunes citoyens qui votent France Insoumise, et mieux que voter, ils pensent comme la France Insoumise. Et il y en a d'autres d'ailleurs. Je pense que tout ça, c'est pas la bonne façon de discuter. Au lieu de parler de ces bêtises, on devrait dire quelle est la tête d'œuf qui a inventé une histoire comme les lettres de motivation. 10 lettres de motivation par jeune qui veut entrer en fac. Vous avez donc à l'autre bout des gens à qui on dit maintenant vous allez dépouiller 4 millions de lettres sans que vous ayez une personne de plus pour traiter le courrier. Et puis les jeunes, qu'est-ce que c'est? Vous, les miens, bon, ça va quoi, on va les aider. Alors vous voyez, voilà, monsieur Barré, alors vous allez prendre votre gosse et vous allez faire la lettre avec lui. Monsieur le professeur, j'ai rêvé toute ma vie d'être chimiste. Bon, lettre numéro 1. Lettre numéro 2. Monsieur le professeur, toute ma vie, j'ai rêvé d'être professeur d'histoire, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à mentir 9 fois. Parce que les jeunes, ils ont un projet, peut-être 2, mais ils n'en ont pas 10. 10 lettres de motivation, c'est un exercice invraisemblable. Et vous savez ce qui se passe. Une bonne partie
ne sait pas ce que c'est qu'une lettre de motivation et donc n'en écrit pas, Il faut et se apprendre. trouve éliminé. Peut-être Et puis qu'il vous suffit avez des d'apprendre. boîtes, parce qu'alors eux, mon Dieu, en 24 heures, ils étaient là. Hein. C'est comme les mouches, dès qu'il y a quelque chose à manger. Alors là, il y a de l'argent à prendre pour 200, 300 et même jusqu'à 900 euros. Vous avez des entreprises qui vous aident à écrire, des On lettres peut de considérer que motivation. c'est pas inutile pour un jeune étudiant qui va entrer dans le marché du travail d'apprendre à écrire une lettre de motivation. C'est Non, aussi c'est quelque chose qui stupide, nécessite c'est pas d'être ça qu'on appris. lui demande. Bon. Quand on a 17 ou 18 ans et qu'on arrive à la fac, on vous demande d'être bon en histoire, d'être bon en géographie, bon en chimie, bon en physique et de travailler. Un Et dernier- pas d'écrire des lettres de motivation qui Alors, n'ont aucun sens. Un dernier point sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment. Dans ce mouvement qui monte dans les facultés, on a pu observer à Paris 8 un tag qui a beaucoup fait parler dans la société française. Ah Frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort. Que dites-vous, vous, Jean-Luc Mélenchon, Ah ben aux moi, jeunes qui peuvent écrire ou lire Ouais, ce genre de arrêtez, propos? On croirait, si on vous écoute, on croirait que les facs sont remplis de sauvages qui Non, n'attendent il y a juste qu'une un occasion tag. pour sauter à la gorge. Pas du tout, il y a juste c'est un un tag. tag stupide. Mais si vous voulez que je vous parle de tag stupide sur les bâtiments de votre propre journal, je peux vous en parler. Hein, parce que quand quelqu'un vient marquer dessus son nom, bon, on sait ça, on connaît tout ça. Moi, je ne peux pas être d'accord avec une idée pareille. C'est stupide, les copains. Là, si vous m'écoutez, repeignez ça tout de suite. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du Grand Rendez-vous. Merci. On marque une pause très brève, on se retrouve tout de suite. Le Grand Rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon, deuxième partie, on reprend avec vous Nicolas Barré. Gaza a été le théâtre d'une nouvelle journée meurtrière vendredi. 9 Palestiniens tués à la frontière à la suite d'échanges de tirs avec l'armée israélienne. Quelle est votre lecture de ces événements ? Dans mon esprit, je crois que le gouvernement d'Israël est tellement dominé par l'extrême droite qu'il y a un processus de surenchère dans ses rangs et qu'on débouche sur des situations qui sont inadmissibles et qui ne peuvent que faire empirer la situation de jour en jour. Il n'y a pas de la Tirer surenchère en sur des face foules aussi ? sans défense, comme ce fut le cas il y a une semaine, qui manifestaient, bon, on peut le comprendre, Gaza est assiégé dans des conditions qui sont inhumaines et à mes yeux inacceptables. Je redoute cette escalade que je vois monter côté affrontement avec l'armée israélienne qui tire sur des gens qui protestent contre le sort qui leur est fait, à l'intérieur d'une situation par ailleurs explosive de montée des tensions où on a l'impression qu'un certain nombre de gens veulent la guerre dans le secteur, veulent créer des provocations pour qu'il y ait la guerre. Alors ça va de ce qui se passe là à Gaza à cette espèce d'escalade verbale avec l'Iran, les mouvements qui se font de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, où vous avez la plus grave crise humanitaire du monde, selon l'ONU, qui se joue là-bas. La zone est en ébullition, en effervescence, et j'en suis très inquiet. Mais vous dites foule sans défense. Israël dit qu'il y a dans cette foule des membres du Hamas, des terroristes, qu'ils reconnaissent, disent-ils. Est-ce qu'Israël ment sur ce point ? Ben, ce n'est pas acceptable. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Que chaque fois qu'il y a une foule et que vous repérez quelqu'un dont vous avez entendu dire que, vous lui tirez dessus ? Non, je pense que ce sont des excuses de dernière minute, mais que sur le terrain, d'abord les gens n'entendent pas une chose pareille. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est les morts et c'est l'escalade. Un de vos confrères a été tué, il était à plus de 350 mètres de la ligne et muni d'un appareil photo. C'était pas un terroriste du PKK, celui-là, Un non ? gilet presse, effectivement. Bon, en Laurence effet, il Ferrari. avait un gilet presse, donc ça se voit. Je le dis parce que c'est la vérité. Le gouvernement d'Israël pousse à la guerre. Voilà, je le dis comme c'est, politiquement, parce qu'il est sous l'emprise de l'extrême droite. Je doute que toute la société israélienne soit d'accord avec des méthodes pareilles. Hein. J'en doute parce que nous recevons aussi des signaux qui viennent de ce qui reste de la gauche israélienne, où les gens sont horrifiés par cette escalade. On va partir au Brésil. L'ancien président du Brésil, Lula, candidat à la prochaine élection, a été incarcéré cette nuit pour corruption. Quelle est votre réaction ? Est-ce qu'il faut que la justice passe ? Ce n'est pas la justice dont nous parlons. C'est d'une bande de voyous liés directement aux intérêts de la droite brésilienne qui, ne sachant comment se débarrasser du pouvoir du Parti des travailleurs et de la personne de Lula, d'abord a fait démettre la présidente, Madame Dilma Rousseff. Alors imaginez, elle a été démise sur la base d'une accusation lancée par quelqu'un qui maintenant est en prison parce que lui-même est corrompu. Cette femme n'a jamais été corrompue. De même, Lula n'a jamais été corrompu. Vous ne croyez pas du tout à ces On l'accuse accusations. d'avoir un triplex, mais enfin, c'est ne rien connaître à la vie de Lula et à l'idée qu'il se fait de lui-même que de croire qu'il puisse être acheté avec un appartement. Vous savez, il arrive un âge et une situation à partir de laquelle on cesse d'être soi-même. On est un symbole. Lula est le symbole de la pauvreté vaincue au temps où il était président de la République. C'est un coup d'État judiciaire. Imaginez-vous
il avait plus de 15 points d'avance dans les sondages sur tous ses concurrents. Ils ont trouvé la réplique, le foot en tôle. Voilà. C'est une situation horrible. Les médias de l'oligarchie brésilienne ont tapé, mais alors maintenant on connaît la méthode. Hein. On commence par avoir une énorme campagne de presse sans preuve. Puis on a un déchaînement sur des prétextes et enfin on met les gens en prison. Alors je ne sais pas, je suis inquiet parce que je trouve que je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Je trouve qu'en Amérique latine, les méthodes, c'est toujours là-bas que l'Empire teste ses méthodes de combat qu'on retrouve ensuite des fois en Europe. Quand vous dites l'Empire, vous parlez des États-Unis d'Amérique ? Oui, pardon, les États-Unis d'Amérique. Quand on dit l'Empire, pour nous, c'est les États-Unis d'Amérique dont on parle. Alors, dans tous les pays déclenchent des opérations de cette nature. On voit d'ailleurs les ambassadeurs des USA, cette espèce de proconsuls qui dirigent la manœuvre. Et là, en ce moment, attendez, parce que là, au Mexique, sur la frontière des États-Unis, notre candidat a 16 points d'avance sur tous les autres. Et quand il vous salue au téléphone pour dire au revoir, il dit au revoir et à la prochaine si je suis encore mais là, en gros, vous considérez que tout ça, c'est monté de toutes pièces. L'histoire de Lula, la corruption, tout ça, vous n'y croyez pas? C'est les États-Unis derrière qui ont inventé... Oui. Alors, il y a eu de la corruption au Brésil, je n'ai pas l'intention de dire le contraire. Mais là, nous parlons de Lula, si vous voulez bien, on traite d'un problème particulier. Sinon, je suis d'accord pour parler du problème général. Il est innocent. Mais Lula est accusé d'être un corrompu, je dis c'est un mensonge. Voilà, point. C'est un mensonge, Lula n'est pas corrompu, et c'est le moyen qu'ont trouvé l'oligarchie et les États-Unis d'Amérique pour l'empêcher d'être candidat et de gagner de nouveau une élection et de faire une politique favorable aux pauvres, aux humiliés et aux opprimés qui sont les plus nombreux au Brésil. Un dernier point de politique internationale avant de revenir en France. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la politique de notre pays vis-à-vis des Kurdes de Syrie qui étaient nos alliés dans la lutte contre Daesh? C'est la confusion la plus totale. Parce qu'une bonne partie du jeu qui se noue en ce moment dans cette région du monde se joue sous la table. Et les cartes que l'on voit sont absolument biseautées. On voit que la Turquie, une semaine, est notre allié, la semaine d'après, notre adversaire. Un coup, elle est dans la coalition, un coup, elle n'y est pas. Quant aux Kurdes, la politique de la France a été totalement brouillonne. Parce que pendant un temps, on ne les aidait pas, puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était eux qui étaient en train de vaincre des terroristes, mais les soi-disant terroristes, en réalité, c'est une armée payée par d'autres puissances de la zone, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, et donc la France avait en partie les mains retenues pour dire, mais écoutez, il faut leur tordre le cou à Daesh. Mais Daesh est lui-même une organisation politique qui est liée à plusieurs puissances régionales. Attendez, pardon. Et alors maintenant, nous voilà arrivés au point où un membre de l'OTAN pilonne nos alliés et on ne fait rien pendant des semaines. Je vous rappelle que quand même, circonstance troublante, Erdogan, le président de la Turquie, qui est un personnage extrêmement violent et tyrannique, est venu à Paris avant de déclencher son offensive. Il est incroyable qu'il n'en ait pas parlé au président Macron, il en a parlé. Et maintenant, voilà que tout d'un coup, le président, tant mieux, dit « Ah bah non, faut pas faire ça aux Kurdes ». Mais que fait-il, lui, concrètement? Rien. Donc vous, moi, on est tous là devant un spectacle auquel on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Et je dois dire que tout ça est globalement lamentable. Je répète mon soutien aux Kurdes qui se battent, et je voudrais vous dire que l'Europe, les États-Unis d'Amérique et notre pays commet une erreur énorme en traitant le PKK, le parti communiste du Kurdistan, d'organisation terroriste. Elle ne l'est pas, on peut ne pas être communiste et détester le communisme kurde, mais en attendant, ça n'en fait pas une organisation terroriste. Le contraire, ce sont des combattants courageux de la liberté. Nous revenons en France avec Nicolas Barré. Le fils de Mireille Knoll, qui avait été assassiné il y a à peu près 2 semaines, estime, et c'est grave, que les Juifs d'Europe sont en danger. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, il n'a pas tort. L'antisémitisme en Europe s'est amplifié à la faveur de criminels d'Amnesty. Par exemple, ne pas avoir compris que le pouvoir ukrainien qui a été mis en place à la faveur des manœuvres des États-Unis était un pouvoir qui, au départ, comptait un nombre d'antisémites tout à fait considérable dans ses rangs. Ne rien dire lorsque, au contraire, célébrer un homme comme M. Navalny en Russie, qui a tenu des propos antisémites absolument inacceptables, et ainsi de suite. On peut faire le tour de pays en pays. Et Viktor Orban, qui va être réélu aujourd'hui. Et Orban est une caricature. Mais vous savez, Orban, c'est un petit peu ce que je viens de vous décrire il y a un instant, c'est la confusion. J'ai vu au Parlement européen, lorsque j'étais parlementaire européen, je nous ai vus tous voter des motions contre les partis au pouvoir en Ukraine. Alors tout le monde votait, hein, même la droite, et en Hongrie. Et ensuite, quand M. Orban arrive dans l'hémicycle, il fait un discours, et puis le président du PPE, le parti de la droite européenne, M. Daul, à l'époque c'était un Français, le prend dans ses bras et l'embrasse. Tout le monde était consterné. Donc il y a eu de criminels
je le dis, amnistie de criminels envie de regarder ailleurs par parti pris politique et qui a permis à l'antisémitisme de connaître un regain dans toute l'Europe. Oui, j'estime en effet que les communautés juives, parce que dans certains pays on peut parler de communautés, tellement les gens se sentent menacés et se regroupent, sont en danger. Laurence Ferrari. Le président du CRIF, Francis Khalifa, vous menace de poursuites judiciaires. Si vous ne présentez pas d'excuses, il vous reproche d'avoir dit après la marche blanche en hommage à Mireille Knoll, dont vous avez dû être exfiltré par la police, Khalifa et la LDJ ont fait plus pour l'antisémitisme à cette occasion que des dizaines de basses besognes des vecteurs antisémites. Que Oui, lui c'est répondez-vous? vrai. Attendez, d'abord, je n'ai pas l'intention de répondre à ce chef communautaire sur les terrains qu'il choisit. Ceux qui veulent lire ce que j'ai écrit peuvent aller sur mon blog, ils y trouveront exprimé la pensée cohérente d'un républicain convaincu comme je le suis. J'ai dit en effet que M. Khalifa avait plus fait pour l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que cette pauvre dame est assassinée. La justice dit qu'elle l'est pour des raisons antisémites. Tout le monde vient à la rescousse pour que chaque juif de France entende nous sommes autour de vous, c'est un acte de fraternité et d'amour. On s'en fout de savoir ce que vous pensez politiquement de ceci ou de cela, et même de quel est votre avis sur les événements internationaux. Et c'est le moment où l'Assemblée nationale, les 7 présidents dont je suis, appellent à participer à la marche. Mon groupe, la France Insoumise, vient à 10 sur 17. Nous sommes le groupe le plus représenté proportionnellement. Le président de l'Assemblée nationale est là. L'Assemblée suspend ses travaux pour dire « Nous venons tous à la rescousse. Il n'y a qu'un seul peuple français. Nous interdisons qu'on assassine pour des raisons d'antisémitisme ou de racisme. » Et c'est le moment où M. Khalifa sort de sa boîte et décide d'une manière totalement irresponsable, y compris contre la vie de la famille, que tel ou tel n'est pas bienvenu, en l'occurrence moi. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Quel motif a-t-il mis en avant ? Il a mis en avant le fait que je critique et condamne la politique du gouvernement d'Israël. Donc, pour aimer et pour se sentir en fraternité avec les juifs français, il faudrait d'abord commencer par approuver la politique d'Israël. Tout ça est totalement fou. Ce n'est même pas le point de vue de la majorité des juifs français qui ne voient pas les problèmes comme ça. Donc cette personne s'est accaparée, pour des raisons de pur communautarisme, la parole d'un certain nombre de ses concitoyens. Eh bien, je lui dis non. Il ne représente que les quelques affidés de son organisation, un point c'est tout. C'est lui qui doit des excuses à l'Assemblée nationale, parce que c'est une situation qui est intolérable. Nous étions 10 en écharpe. Nous sommes arrivés à l'appel de l'Assemblée nationale. Nous avons été assaillis par une milice que M. Khalifa a déchaînée sur nous. Cette milice s'est adressée aux femmes en écharpe qui m'entouraient, écharpe tricolore, en les traitant de putes. Ils ont exprimé des injures homophobes continuelles. Et quant à moi, j'ai eu droit à des injures racistes en me traitant de collabo d'arabe. Eh bien, tout ça n'est pas permis en France. Ici, nous sommes tous citoyens du même pays. Et je ne reconnais pas à M. Khalifa, ni à son prédécesseur, qui était aussi malfaisant que lui, qui avait déclaré qu'il était le représentant politique de la communauté juive. Non, les juifs français n'ont pas d'autres représentants politiques que leurs députés, leurs maires, enfin, ceux qu'on élit tous ensemble. Ça suffit. Le communautarisme doit être mis à sa place, fût celui-ci comme tous les autres. Et si un jour la France Insoumise gouverne ce pays, vous ne verrez plus un seul ministre, ni un seul de nos membres ne sera autorisé à participer à des manifestations communautaristes. Nous sommes tous français et nous avons un devoir de fraternité. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du Grand Rendez-vous, c'est la fin de la deuxième partie. Très courte pause, on se retrouve tout de suite. L'invité du Grand Rendez-vous est le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Troisième partie, on reprend avec vous, Laurence Ferrari. Notre-Dame-des-Landes, Jean-Luc Mélenchon, nous annonce que demain aura lieu l'évacuation probable d'une partie des zadistes avec l'envoi de forces de gendarmerie, de police, avec la volonté d'expulser les plus radicaux. Est-ce que le gouvernement doit faire respecter l'autorité de l'État après avoir abandonné le projet, ou est-ce que c'est de la gesticulation pour vous ? C'est vraiment de la gesticulation, c'est une diversion. Alors, ils ont concentré un matériel énorme, j'ai vu des photos, on voit des espèces de véhicules blindés sur la route, et doucement, quoi. Les gens qui sont là-bas, il n'y a pas besoin de les affronter avec un matériel militaire. Enfin, ils sont armés. Non, c'est ridicule. La décision a été prise, c'était le couronnement d'une lutte qui a duré 50 ans. À quoi bon en finir en venant aux mains ? Tout ça pourrait se discuter beaucoup plus tranquillement. Il y a des gens qui veulent rester sur place. Vous savez qu'il y a des zones qui ont été expropriées. Donc à quoi bon faire tout ça ? Pourquoi cette bataille rangée ? Pourquoi ? Sinon pour montrer que les opposants sont des sauvages et des barbares. Enfin, c'est ça qu'espère M. Macron. Il espère créer un incident là-bas qui détourne et permette de globaliser, de dire « Ah, il y a des violences partout ». Et vous pensez que ce sont des bisounours, les zadistes ?
Je ne sais pas, j'en connais quelques-uns qui est fort sympathiques. Et, Vous pensez qu'ils le sont violents tous quand même. utopie, Certains pratiquent tout de même une forme de violence. Ah bon, vous Non. les avez vus, vous? En tout cas, ils menacent d'y avoir recours. Oui, ah bah d'accord, mais c'est pas fait, non, sauf erreur. Non, vous avez d'autres infos, pardon. Peut-être que vous-même vous en fréquentez, qui vous ont annoncé qu'ils comptaient se jeter sur les policiers avant même qu'ils arrivent, non? Je sais pas. C'est ce Moi, qu'exprime c'est pas ça que le j'ai ministre de entendu. l'Intérieur, Donc, on exprime des évacue pas. craintes. Écoutez, Peut-être qu'il essaye de manipuler Tout ça, c'est des l'opinion, histoires. à Supposons vos qu'ils, je sais pas, moi, s'ils occupaient la Tour Eiffel, on peut dire, ah ben ça nous empêche de visiter. Mais vous, David, vous avez l'intention d'aller là-bas, dans la forêt? Pas dans l'immédiat, mais d'accord, si ça devenait un mais endroit allez-y, agréable, vous verrez que vous je serez bien pourrais reçu. tout à fait y aller. Tout ça est grotesque. C'est une espèce d'escalade où on va se jouer une guéguerre pour montrer que scrogneux, mouvement de menton, voilà, c'est la même chose que l'interview aujourd'hui du Premier ministre qui dit j'irai jusqu'au bout. Bah ouais, bon, pas besoin de s'énerver comme ça. Nicolas Barré? Confirmez-vous, Jean-Luc Mélenchon, que votre avocat a demandé que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, soit entendu par la justice pour expliquer pourquoi vous n'aviez pas été mis au courant de menaces de mort en provenance d'un groupe d'extrême droite pendant la campagne des législatives? En Est-ce que effet, c'est exact? je me suis porté partie civile dans cette affaire parce que j'ai appris en octobre dernier que un groupe de gens avait l'intention de me tuer, ainsi que M. Castaner. Alors, je suis désolé, mais j'ai pris ça au sérieux. Hein, m'en voulez pas. Des gens annoncent qu'ils veulent me tuer, je m'y intéresse. Et j'ai découvert que la protection que M. Collomb m'a refusée pendant la campagne législative, vous vous rappelez, 2017, j'ai demandé à être protégé parce que j'avais reçu des menaces de mort. Bon, voilà, ça se fait d'habitude comme ça. Moi, je ne demande pas à être protégé tout le temps. Mais là, j'avais besoin parce que j'avais reçu à Marseille des menaces de mort. Alors, on me l'a refusé. Et puis après, je découvre que le 28 mai, donc on est en pleine campagne, ils ont arrêté ce personnage. Qui ensuite a déclaré au juge qu'il avait l'intention de me tuer, puis M. Castaner, puis qu'il a changé d'avis. Alors la juge me dit, il a dit qu'il n'avait pas continué, je vais quand même pas vous dire qu'il avait l'intention de continuer. Qu'on comprenne de quoi on parle, c'est un homme qui était lié à un c'est groupe. quand même un problème. Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'on comprenne de quoi on parle, c'est un homme qui est lié à un groupe d'extrême droite. Voilà. Et c'est un groupe d'extrême droite, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des groupes d'extrême droite qui prolifèrent dans le pays, qui souvent ont commencé leur premier pas avec le Front National et qui maintenant vont au bout de cette logique. Ceux-là voulaient nous tuer, et moi et Castaner. Ni moi ni Castaner n'avons été prévenus de rien. À ce moment-là, ils arrêtent une personne. 4 mois plus tard, ils en arrêtent 9 autres, qui étaient toujours en action pendant ces 4 mois. Personne ne nous a prévenus. Écoutez, je vous demande de réfléchir les uns les autres ici. Quand vous découvrez après coup que pendant 4 mois, il y avait 9 personnes qui participaient à un complot pour vous assassiner, vous avez le droit de vous émouvoir et vous demandez pourquoi personne ne vous a prévenu. Mais donc vous accusez, j'ajoute qu'il faut voir le genre de dingue que c'est. La procureure me dit ils sont fous, mais je dis mais c'est justement pour ça qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils sont fous. L'un voulait faire un lance-flamme. D'accord? Ils cherchaient sur Internet comment fabriquer un lance-flamme pour en finir avec moi ou avec Castaner, je ne sais pas lequel des deux. Du coup, Castaner aussi s'est porté partie civile. Et nous demandons à M. Collomb pourquoi, d'abord, on a arrêté ce type. Enfin, nous demandons, Christophe Castaner ne demande rien. Vous, la France Insoumise, nous... nous, moi et mon avocat, ça fait deux, donc deux pluriel. Alors, singulier jeu. Vous veniez de parler de Jean-Luc Mélenchon, de... vous faites exprès. Vous veniez de parler de Christophe Castaner, je voulais pas qu'il y ait de confusion. Allez-y. Oui, mais Castaner, il est comme moi. C'est un être humain, il a une famille, et il a eu la désagréable surprise de découvrir que les types le surveillaient ses entrées et sorties de chez lui. Du coup, lui aussi, il se porte partie civile parce qu'il dit « Ah, mais moi, j'étais pas au courant de tout ça. » Imaginez-vous, ces gens sont dans le même gouvernement. Et il y en a un qui dit pas à l'autre « Dis donc, tous les jours, il y avait quelqu'un qui guettait tes entrées et tes sorties avec l'intention de te tuer. » Bon, voilà. Je trouve que, je demande qu'on prenne au sérieux les menaces de mort, et je vais en profiter pour vous dire la chose suivante. Oui. Sur 17 que nous sommes au groupe La France Insoumise, il y en a 5 qui font l'objet d'une menace de mort aujourd'hui. Alors ça va, il est temps de faire baisser la température dans ce pays, ça peut pas être ça nos relations politiques. Et l'extrême droite doit être prise au sérieux comme danger de violence et de meurtre, parce que c'est eux qui attaquent à Montpellier un amphi d'étudiants, c'est eux qui attaquent à Tolbiac, c'est eux qui me menacent de mort, c'est eux qui font des contrôles d'identité dans la rue dans au moins 2 villes. Ça suffit. Maintenant, le ministre de l'Intérieur doit prendre au sérieux la menace que représentent les groupuscules radicalisés de l'extrême droite. Alors justement, dans une température maîtrisée, oui. Je vous pose une question, et croyez-moi, il n'y a aucun corporatisme dans cette question. Ça va très bien se passer. Je sais bien que vous n'avez pas de corporatisme. Aucun. Jean-Luc Mélenchon, lorsque vous déclarez sur France 5, et je vous cite, « Les médias font un travail de merde et salissent les grévistes », est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de généralisation peut-être parfois un petit peu excessive? Alors, parfois,
peut-être un petit peu excessive. Il ne reste plus grand-chose à la fin de votre phrase. Est-ce que vous ne faites pas une généralisation excessive? Ça vous va non, comme ça? Pas du tout. J'invite tous ceux qui m'écoutent à regarder ce qui passe à la télévision du matin au soir dans le début de chaque grève, et ils auront la démonstration. Alors, peut-être que l'intellectuel que je suis ne devrait pas dire des gros un mots. travail de merde, Oui. on devrait dire Essayons de des pas les- paroles plus... Oui. Vous faites un travail défécatoire, ou bien vous faites un travail excrémentiel, je ne sais pas, quelque chose de plus distingué. Mais écoutez, quand je me suis exprimé de cette manière, vous savez très bien ce que j'étais en train de dire. C'est que sur toutes les chaînes, on nous a joué le numéro de les usagers pris en otage, les grévistes, blablabla. Bon, bref. Mais ne devriez-vous Voilà. pas vous concentrer Alors, j'ai sur... dit ce qui est. Mais je vais Jean-Luc vous dire Mélenchon. une chose, Oui. monsieur Decamps, à quoi vous devriez faire attention. Ne le prenez pas pour une Non, non. menace. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Il n'y a Oui, aucun oui. corporatisme de ma part. Mais lorsque les travailleurs de la CGT vont au pied d'une chaîne d'information en continu avec une pancarte pour mettre en cause cette chaîne en la traitant de menteur et qu'il n'y a pas une image qui passe, on peut se demander s'il n'y a pas peut-être un petit peu une manipulation excessive. On en a parlé de sur la Europe même 1 de cette manière, manifestation. quand les étudiants de Toulouse sont obligés d'aller au siège de la Dépêche du Midi pour obtenir que leur communiqué passe, quand les étudiants de Lille sont obligés d'aller au siège de la Voix du Nord pour que leur communiqué passe, je vous dis juste une chose, parce que je vous aime beaucoup, figurez-vous, j'ai fait votre métier autrefois. Vous avez pris une pente sur laquelle la détestation populaire est parvenue à un point que vous devriez, vous aussi, faire un peu baisser une certaine forme de, comment dire, de ce qui est perçu comme de l'arrogance. Voilà, je vous le dis, en toute amitié, bien sûr, et sans C'est corporatisme. amical. Allez-y, Laurence On va Ferrari. reparler politique. Le Parti socialiste tient son congrès à Aubervilliers. Ah oui, ce pareil, week-end. oui. Est-ce que vous dites à Emmanuel Morel et son aile gauche du PS, rejoins-nous camarades? Dites donc, vous êtes bien familière. Bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Je suis consterné. Bon, qu'est-ce qu'on attend du congrès du PS quand on est France Insoumise? La réponse est une question simple. Vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Déjà, ça nous ferait du bien de le savoir. Parce que ce n'est pas clair. Bon, et quand j'ai entendu M. Faure dire qu'il pensait qu'il était dans l'opposition, tant mieux. Bon, j'espère qu'on a quelques garanties, qu'on va pas retrouver demain encore un député qui la veille vote contre la loi de finances et le lendemain se retrouve au gouvernement. Bon, mais il suffit pas. Alors, je sais bien, hein, déjà, il dit on est dans l'opposition, voilà, qui est nouveau. Mais les gars, vous allez voter à votre congrès que vous êtes contre la réforme du statut des cheminots. C'est bien ça que j'ai compris. Donc, vous remettez en cause votre vote au Parlement européen pour le paquet ferroviaire, parce que dans le paquet ferroviaire, il était écrit que c'était une très bonne idée de changer le statut et de changer la propriété. Ce que je veux dire par là, c'est que les socialistes doivent aller au fond, jusqu'au bout de la remise en cause des années épouvantables du social-libéralisme, où ils appliquaient une politique de libéraux. Il ne leur suffit pas de recommencer la gesticulation, le tango du passé, un pas en avant, deux pas en arrière. Et etc. Emmanuel Morel, vous lui tendez la main ou pas? Alors attendez, je vais venir à Morel, mais d'abord, c'est pas lui qui est le chef aujourd'hui. Non, mais D'accord. justement, C'est Olivier Monsieur Faure ne Faure. fera pas ce que vous préconisez. Pourquoi On le sent bien. Ah ben, c'est Ça vous se qui dirige vers dites. une synthèse. Ah non ben bon, Vous avez pas le d'accord, sentiment alors il fait une synthèse, donc Bah. ça continue comme avant. D'où la question. Ouais, est-ce ben que- j'en est-ce profite que pour vous- dire aux socialistes, dites voir les amis, c'est pas très malin de faire un congrès pour terminer à la fin sur des critiques de la France insoumise qui sont celles de la droite, la récupération politique, et qu'un crétin comme M. Mexando aille faire le clown à la tribune en appelant Alexis Corbillard. Ça, c'est pas des bonnes manières. On n'avancera pas si vous y prenez comme ça. Mais enfin, comme les gens vous ont déjà recraché, ils vous recracheront une deuxième fois. Quant à Morel, c'est le seul, moi je ne veux pas lui nuire, c'est le seul qui part d'un point de vue un peu réaliste. Il dit à tous ses autres camarades, il leur dit, écoutez, vous dites que vous voulez revenir au pouvoir, mais c'est absolument impossible avec vos 6%. Il faudra bien trouver des alliés. Mais ça, c'est son problème à lui, pas à moi. Alors, bien sûr que ce que dit M. Emmanuel Morel est intéressant et nous intéresse. Mais nous le regardons parce que nous avons trop vu de gens nous faire la danse du ventre, pour ensuite ne rien faire du tout. Or, la vie est sérieuse. Aujourd'hui, le pays est entré dans une zone de tempête. Nous sommes, vous l'avez dit vous-même en ouvrant ce journal, dans un mai 68 perlé. Ah non, je n'ai pas dit la ça. France est devant son histoire. Je n'ai C'est pas pas le dit moment de la samba. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas dit mes 68 perlés, mais c'est pas grave. Non, allez-y. c'est moi qui le dis. Oui, vous le dites. Vous, voilà. vous avez dit que c'était une forme grève perlée. perlée. Voilà, j'ai Oui, dit. bah là, on fait une Ah, synthèse. bon. Oui, c'est ça. Puisqu'on parle des socialistes. Nicolas Mai Barré. 68 perlé. Alors, puisqu'on est chez les socialistes, François Hollande publie un Les livre. socialistes, celui-là? En tout cas, il Oui, serait oui, pas oui, le Ah oui, Hollande c'est est vrai, il a une socialiste. carte. Euh, Pardon, oui, il a oui. dit qu'il avait François Hollande est repris sa socialiste. carte. Il a Pardon, voté au je Congrès. retire. Oui. Il a voté au Congrès aussi. Ouais. Voilà, donc il est toujours Alors, socialiste. oui, Il son publie livre. un livre qui s'intitule Les leçons du pouvoir. À votre avis, quelles leçons a-t-il pu tirer de son quinquennat? Bah, il va falloir plus d'un livre, hein. Ou alors, écoutez, je n'ai pas lu le livre, je vais le lire avec gourmandise. Ah oui
parce que je ne peux pas oublier que j'ai quand même eu un bras de fer avec cet homme et qu'à la fin, c'est lui qui a perdu. Il faudrait quand même le rappeler. Et il a perdu parce qu'il a passé par-dessus bord tout ce qui constituait le cœur de l'idéal socialiste. Voilà. Et après avoir reçu de ses camarades un parti qui dirigeait la totalité des régions, les 3/4 des départements, toutes les grandes villes de France, qui avait la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, il a rendu une ruine. Voilà, cet homme devrait s'interroger sur le sens des malhonnêtetés intellectuelles qu'il a commis contre ses camarades. Et moi, je ne lui pardonnerai jamais. Notamment de m'avoir menti lorsqu'il m'a promis l'amnistie sociale des syndicalistes pour ensuite organiser un de ces traquenards dont il avait le secret et obtenir qu'à la fin, il n'y ait aucune amnistie. Alors même que tous ces syndicalistes, pendant la période de M. Sarkozy, s'étaient battus pour faire vivre un idéal qu'ils pensaient représenté par cet homme. Nous arrivons au terme de ce grand rendez-vous. Jean-Luc Mélenchon, un tout dernier mot. Vous soutenez l'Olympique de Marseille? Écoutez, je suis Marseillais, parlez-moi poliment, je vous prie. Quand on épouse Marseille, il y a l'OM avec. Alors donc, pronostic pour jeudi prochain, ils sont en difficulté les Marseillais, ils ont perdu 1-0 la semaine dernière. Écoutez, je ne vaux rien en foot. Arrêtez de me torturer. Je vaux rien, j'ai un mal de chien à comprendre. Je sais juste qu'à Marseille, tout le monde est pour l'OM. Les gens s'allumaient dans une passion formidable. Donc, et voilà, et moi je suis comme eux. Donc vous dites vive l'OM. C'est la fin de ce grand rendez-vous. Écoutez, on est Marseillais, on est pour l'OM. On n'a jamais vu un Marseillais pour le PSG quand même. Merci Jean-Luc Mélenchon. N'exagérez pas vous. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre. Nous vous en remercions.